et bienvenue à notre rendez-vous du lundi soir. Dans le cadre de l'émission Parlons des plantes, je vais chercher Joyce et vous allez voir, ça va être super intéressant. Je vous laisse arriver et je vous dis bonsoir et je vais chercher Joyce. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et je vois arriver Joyce. Salut, hop là. Ça devrait fonctionner. Voyons voir pourquoi ça ne marche pas. Je recommence. Joyce, tac. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ah, Bonsoir Marie. salut Joyce. Bonsoir à tous ceux qui arrivent ou qui regardent le replay, comme c'est souvent le cas. Merci d'être là. Et c'est parti. Bon, c'est un petit format comme toujours, hein, d'une demi-heure. On est dans le cadre de l'émission Parlons des plantes. Je vais t'introduire avec mes mots assez succinctement et puis je te laisserai compléter. On a plein de choses à se raconter. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout, mais on va voir. Alors, Joyce, tu es docteur en génétique et biologie moléculaire, naturopathe et gestalt thérapeute. Tu vis en Allemagne et tu proposes des accompagnements là-bas in situ ou en visio. Euh, Ce soir, on va parler de ton parcours. On va à la fin parler de deux plantes que tu as choisies. Alors, souvent, on retient une plante, mais comme tu travailles beaucoup avec les deux, j'avais envie que tu nous parles des deux. Donc, c'est le cumin et le sumac. Et puis, entre-temps, on va parler aussi d'outils que tu utilises dans ta pratique et que les gens, je pense, ne connaissent pas forcément. La micro-immunothérapie, si on a le temps, on parlera de la gestalt thérapie aussi, et peut-être encore d'autres sujets. Alors, pour t'introduire, donc toi, tu viens du Liban à la base et tu as fait une licence en biologie là-bas. Ensuite, tu as suivi un master en biologie intégrative sur la nutrition et les maladies métaboliques. Euh, Tu as fait un doctorat en génétique humaine, donc sur les maladies rares à l'hôpital Necker. Ensuite, tu es parti à Lille. Alors peut-être je manque deux, trois choses, hein, tu me diras, hein. Tu es parti à Lille pour faire chef de projet dans le cadre d'un laboratoire d'excellence sur la parasitologie. Et puis tout ça, ça t'a amené beaucoup, mais ça ne t'a pas comblé. Tu es partie en Allemagne, tu es restée là-bas, tu as été consultante en génétique, et puis je retiens de tout ça que c'était très instructif, mais ça ne te comblait pas. Et donc, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'a fait du bien dans ma vie en fait? Eh Tout à ben, fait. les plantes, voilà, les plantes t'avaient aidé au cours de ta thèse, et puis tu avais aussi suivi une thérapie de gestalt thérapie. Donc tu t'es dit, mais je vais revenir aux choses qui m'ont beaucoup aidé dans la vie et peut-être que à nouveau ça va me combler. Et donc tu as suivi un cursus de phytoaromathérapie avec Hippocratus. Tu as suivi une formation aussi intensive de naturopathie d'Heilspratiker. Alors pour ceux qui ne savent pas, on va dire l'équivalent de naturopathe en Allemagne, c'est les Heilspratiker. Ça va un peu plus loin que la naturopathie quand même française, je pense. Il y a une école qui s'appelle École Certa qui t'a permis de faire cette formation, l'équivalent allemand, mais en intensif en un an. Donc, tu as obtenu ce diplôme d'Heilspratiker, plus en parallèle un diplôme de Gestalt, je ne prononce pas très bien, hein, de Gestalt thérapeute. La double casquette, plus la formation d'Hippocratus. Et donc, tu t'es installé pour accompagner des personnes. Et là, maintenant, on espère que ça te comble déjà. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce parcours qu'est-ce que tu as envie de rajouter à cette description pour qu'on te connaisse mieux? Ben, en fait, c'est ce qui m'a motivée le plus. Enfin, je ne quitte pas le monde de la génétique. Je suis encore consultante en génétique à Mm. mi-temps. Ça me permet aussi de payer mes factures pour l'instant, le temps que mon cabinet tourne un petit peu. Ouais.
Et en fait, ce qui me comble, c'est parce que ce que j'ai appris pour moi et ce que j'adopte pour moi-même, j'essaye de transmettre aux Mm. autres. Et notamment que j'avais aussi des soucis de santé, et puis les plantes, ça m'a beaucoup aidé, mais c'était pas que. Mm. Et donc, j'ai décidé, je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe pour que, voilà, ça marche pas. Et donc, j'ai entamé ce processus. Donc, j'ai entamé une psychothérapie de gestalt thérapeute. C'était un one-to-one. J'ai aussi fait des groupes thérapies. Et j'ai commencé à comprendre la symbolique, qu'est-ce qui se passait avec moi. Et donc là, comme par hasard, les plantes ont commencé à faire leurs effets aussi. Mm. Et donc, de fil en aiguille, je suis allée encore plus loin et j'ai fait de la thérapie karmique. Donc, je pars du principe que nous sommes des êtres multidimensionnels. Oui, j'ai la casquette scientifique, mais voilà, c'est un petit peu une vision holistique. Je pars du principe que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et voilà, donc la thérapie karmique m'a aidé aussi à comprendre mes différents blocages à travers différentes vies, à travers différents plans, différentes dimensions. Et j'ai voulu rassembler tout ça pour pouvoir soutenir et aider les autres. Et de cette manière, j'ai commencé avec le cursus de heilpraktiker naturopathe et le cursus de gestalt thérapie. Et quand on fait une gestalt thérapie, quand on étudie les 2 premiers cycles, on est obligé d'avoir fait au moins 2 ans de psychothérapie gestalt sur nous-mêmes, d'avoir été aussi suivi minimum 2 ans. Voilà. Et aujourd'hui, oui, ça me comble parce que je vois pas mal de résultats, des résultats positifs, et surtout avec la micro-immunothérapie. Justement, Voilà. raconte-nous un peu ce que c'est que la micro-immunothérapie. Alors, la micro-immunothérapie, à la base, c'est des doses homéopathiques. Donc, déjà, il y a l'immunothérapie. Donc, ce qu'on appelle immunothérapie, on en entend un petit peu parler dans le monde scientifique, oncologue. On fait des thérapies ciblées et on va cibler les cellules cancéreuses. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on utilise l'immunothérapie. Mm. Pour passer par la chimio pour éviter le moindre possible les effets secondaires. Alors, ce qui se passe avec la micro-immunothérapie, c'est des doses homéopathiques, c'est vraiment low dose. Et ce sont des capsules qui contiennent en fait l'information, le langage dont le système immunitaire a besoin pour qu'il puisse être modulé. Donc, on n'intervient pas, on ne change pas, on aide juste avec le même langage du système immunitaire à ce qu'il puisse être régulé, modulé par lui-même. Et donc, voilà, la micro-immunothérapie c'est pour ça qu'on dit micro, parce que c'est low dose et parfois c'est ultra low dose, parce que c'est vraiment des doses homéopathiques et qui peuvent être utilisées même quand on prend un traitement allopathique. Donc, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun effet secondaire. Et je vois quand j'accompagne donc les clients qui viennent me voir, de ma porte d'entrée, donc c'est la micro-immunothérapie. Et en fait, on travaille aussi en complémentaire après avec la mycothérapie pour compléter, parce qu'en micro-immunothérapie, on ne peut pas donner plusieurs, voilà, plusieurs, enfin, on accompagne avec aussi une certaine limite. On ne peut pas donner tout en micro-immunothérapie. Il faut aussi accompagner avec d'autres moyens comme la micronutrition, la mycothérapie. Et je demande aussi aux gens s'ils veulent aller encore plus loin avec moi, et donc notamment au niveau de la gestalt thérapie, pour essayer de comprendre la symbolique des symptômes. Donc je travaille beaucoup avec la symbolique, et la symbolique telle qu'elle est dite, telle qu'on la voit, le décodage biologique, oui, mais c'est toujours superficiel. Il faut vraiment, c'est comme un oignon. Donc on épluche une couche à la fois, et parfois, les personnes ont envie de comprendre qu'est-ce qui se passe avec eux. Parfois, d'autres, ils ont un petit peu peur de la thérapie, ce que je peux comprendre. Voilà. Mais en général, de plus en plus, les personnes sont contentes de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a eu telle maladie, le papillomavirus, pourquoi voilà, la maladie auto-immune, etc. Et en même temps, on travaille aussi donc vraiment une profondeur d'acceptation de la vie qu'ils ont ou qu'elles ont, si ils peuvent pas ou elles peuvent pas changer leur vie actuellement. Voilà.
Super intéressant. Donc ces personnes, c'est intéressant parce que tu vas les accompagner de façon très globale, hein, avec effectivement, bah, parfois quand ils acceptent, hein, comme tu disais, la gestalt-thérapie, donc comme tu me disais, à une fréquence assez régulière d'une fois par semaine. Et par contre, l'accompagnement en mycologie ou micro-immunothérapie, c'est plutôt une fois tous les 2 mois, de ce que j'ai compris, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc, la nature, en général, c'est une fois toutes les 2 mois. Et en micro-immunothérapie, quand ils viennent me voir, si nécessaire aussi, ce qu'on fait, c'est que je demande aussi un typage lymphocytaire. C'est parce qu'ils viennent avec une maladie, par exemple une maladie auto-immune, et ils doivent être accompagnés par telle ou telle formule, par exemple. Et donc, pour être sûr aussi de ce que on donne comme formule, parce que c'est des formules. En fait, dans les gélules de microimmunothérapie, c'est des globules, c'est des globules, hein, vraiment comme les globules Mm. homéopathiques, mais donc il y a des cytokines. Et les cytokines, c'est une information qui vont réguler en fait la défense immunitaire. Mais pour comprendre si, par exemple, il y a une suractivation, comment est le profil donc du système immunitaire, je demande un typage lymphocytaire. Et donc, le typage lymphocytaire va me permettre de voir les différentes populations des globules blancs, Ok. notamment. Tu peux me redire ce que c'est que le typage lymphocytaire Donc, le précisément? typage lymphocytaire, donc c'est en fait le patient va faire une prise de sang. Il y a des laboratoires spécifiques en Allemagne qui font en fait l'analyse spécifique d'un typage lymphocytaire. Et en fait, c'est comme, on va dire, c'est des sous-populations. Donc, comment dire, il va refléter donc l'état des globules blancs chez la personne, des différentes populations des globules blancs chez la personne. Et dans les globules blancs, donc qu'est-ce qu'on a? On a les différentes cellules immunitaires. Donc on a les lymphocytes T4, les lymphocytes B, les lymphocytes T8. Donc tout le système voilà donc du système inné, donc de ce qu'on a de notre système immunitaire inné, de ce qu'on a à la base, ou du système immunitaire adaptatif, donc le système immunitaire qui a été adapté par rapport à la personne, ce qu'elle a eu à travers de la vie, par exemple aux différents virus. Après, notre corps s'adapte. Et donc, ce typage va nous permettre de voir ce profil et comment est le système immunitaire. Est-ce qu'il est en il est surrégulé, down-régulé, voilà. D'accord. Et, selon ce que je vois après, donc je peux aiguiller aussi les formules que je peux donner par rapport à la personne, donc ce qu'elle a, multiple sclérose ou maladie auto-immune ou papillomavirus, ou peut-être qu'il y a une activation d'Epstein-Barr, du virus Mm. d'Epstein, par exemple, voilà. Donc on peut, donc voilà, ça c'est en gros la microminothérapie. Et avec la mycothérapie, donc après, je complète avec les champignons médicinaux par rapport, voilà, si il y a une petite vitalité à donner, il y a comme à rebooster par exemple le foie. Moi, dans mon cabinet, j'utilise énormément, avec la mycothérapie, je travaille énormément le système digestif. Et donc, du coup, quand il y a, par exemple, des soucis de digestion, des problèmes d'intestin, donc voilà, j'accompagne avec la mycothérapie à ce niveau-là. Comme ça, la micro-immunothérapie est utilisée pour autre chose. D'accord. Donc, par exemple, tu penses à Ericium, par exemple, pour le Exact. système digestif? Ouais. Voilà. Et C'est- pleurotus voilà, pour les bonnes bactéries de nos intestins. Donc, ça aide à rebooster la flore intestinale. Oui, ça m'a l'air très puissant tout ça. Je commence à intégrer aussi les champignons médicinaux dans ma pratique et c'est assez édifiant. Ok, très très intéressant tout ça. Et alors la gestalt thérapie, est-ce que tu pourrais nous en parler pour ceux qui connaissent pas? La Gestalt thérapie, donc c'est un Allemand qui l'a créée. La Gestalt vient du mot allemand, c'est la forme, le fond et la forme. Donc en fait, je pars du principe que la personne, soit elle vient avec un problème aujourd'hui actuel, donc on commence par travailler le problème actuel d'aujourd'hui, et après, on fait les liens avec le corps. Comment les émotions, en fait, ils sont cristallisés dans nos cellules et comment on peut petit à petit donc déblayer pour que la personne puisse petit à petit ressentir dans son corps qu'est-ce qui se passe. Donc, par exemple, s'il y a une situation difficile, elle a du mal à sentir, elle a du mal à voir,
donc la question qu'on peut poser, qu'est-ce qui se passe quand vous dites ce mot-là? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce geste-là? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Donc, on part beaucoup aussi du langage du corps, de la gestualité. Donc, voilà, comment la personne, elle est assise, elle parle. Donc, on s'attarde énormément euh, sur ce langage du corps, d'une part, mais aussi, je fais beaucoup de liens avec la Gestalt. On fait beaucoup de liens avec ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc, les blocages, les chocs, les traumatismes qui se sont passés. Et donc, avec moi, si la personne, elle veut aller un tout petit peu plus loin, donc j'ai ce qu'on appelle, je travaille aussi avec une dimension réparatrice. C'est-à-dire que je demande à la personne, euh, est-ce que vous voyez quelque chose, par exemple? Est-ce que vous voyez une petite fille qui vous représente? Cette petite fille peut être bloquée dans une dimension. Et donc, elle va aller chercher cette petite fille pour s'en occuper. Voilà. De cette manière-là. Donc, elle va s'en occuper à travers le thymus. Donc, je travaille beaucoup avec le thymus, qui est pour moi le centre de l'amour pour nous-mêmes et de la lumière qui est en nous, pour qu'elle aille pour la personne, pour qu'elle aille se reconnecter avec son thymus. Et le thymus, en fait, il est comme tu le sais aussi, il est l'organe du système immunitaire. Donc, il y a la sécrétion des lymphocytes B. Donc, c'est un organe magnifique. On parle rarement du thymus, c'est bien d'en parler ce soir. Voilà. Sans transition, mais parce que le temps passe et j'aimerais bien qu'on en parle. Mais après, on reviendra peut-être sur deux, trois choses parce que j'aurais bien aimé te poser d'autres questions. Est-ce que tu pourrais nous parler du cumin et du sumac? Oui. Alors moi, je suis une adepte, donc comme tu l'as bien dit, Marie, donc je suis méditerranéenne d'origine. Et donc, j'utilise énormément d'épices dans ma cuisine. Et le sumac et le cumin, c'est deux épices médicinales en fait, qui sont cultivées au Liban et qu'on utilise énormément dans notre cuisine. Donc cuisine orientale, on peut aussi parler de syrien, jordanien, égyptien, etc. D'ailleurs, le cumin, c'est aussi très très réputé, connu en Égypte. Alors, par rapport au sumac, je vais commencer par le sumac. En fait, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un arbuste avec des petits baies rouges on va récupérer les baies. Donc, ils adorent les montagnes, la chaleur. Voilà, donc c'est typique méditerranéen, ce qu'ils aiment. Ils aiment bon, le climat méditerranéen au Liban. Et donc, c'est des petites baies rouges qu'on va récupérer et on va sécher et puis on va écraser que ça devient en poudre. Donc ça devient cette poudre, on va dire rougeâtre, bordeaux. Et en fait, sumac, ça veut dire avec la langue araméenne, c'était la langue de Jésus-Christ. Ça veut dire rouge. Voilà, d'où le nom sumac. Et en fait, le sumac, quand il est voilà, en poudre, il a un goût acidulé, un petit peu acidulé. Il n'y a pas de sel dedans. Il ne contient pas de sel, mais il peut être utilisé à la place du sel. Donc, ça peut avoir un petit goût de sel. Et on l'utilise dans tout. Donc, quand on fait du hummus, à la fin, on va saupoudrer de sumac. Quand on fait une salade, on va saupoudrer du sumac. Le sumac, mais vraiment, il passe partout. Mais surtout, ne pas l'utiliser avec la chaleur parce qu'il perd de toutes ses propriétés. Il a une propriété anti-inflammatoire. Il a aussi une propriété pour protéger, en fait, une prévention contre les cystites. Il a une propriété antibactérienne. Donc, voilà, c'est une épice médicinale qui m'est très chère. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en ce qui concerne le cumin, alors le cumin, il adore aussi la chaleur. Et ça a été connu aussi par les Romains, donc comme le sumac, ça a été connu par les Romains, puis après ça a dû voyager au niveau méditerranéen, et que ce soit le sumac ou le cumin, en Sicile, ils l'utilisent aussi, donc la partie méditerranéenne de l'Italie, voilà. Et en fait, le cumin, je l'utilise énormément, soit donc quand j'ai terminé, soit je le broie, donc je l'utilise après à la fin, quand j'ai terminé la soupe, de cuire la soupe, je le rajoute à la fin. Dans les plats libanais, on utilise en poudre, donc dans ce qu'on appelle kébé, par exemple, c'est de la viande, il y a de la viande hachée, et on met ça avec semoule et voilà, on met au four. Voilà, on utilise ça beaucoup avec les viandes. On utilise ça aussi donc avec kaftar, pour ceux qui savent.
Voilà. Et moi, je l'utilise spécifiquement quand, par exemple, je suis un petit peu en période de stress. Je me fais une tisane de cumin. Voilà, ça m'apaise, ça apaise la digestion. C'est un antispasmodique. Voilà, et puis même au Liban, c'était une recette de grand-mère. Le soir, par exemple, ma grand-mère, elle dit, bon, allez, soit on fait citronnelle, soit, et ça c'est du jardin, soit on fait du cumin, par exemple, le soir Ouais. pour, voilà, se ensemble et se calmer le soir comme relax, le temps de relaxation. Voilà. Et quand, par exemple, quelqu'un a mal de ventre, flatulence, tout de suite on dit bah, soit cumin, soit anis. C'est automatique chez nous. Voilà. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et c'est vrai que il y a le fenouil aussi qui est intéressant, mais je ne sais pas si du coup le fenouil, tu l'utilises aussi dans ta pratique. Oui, le fenouil, oui, mais par rapport à l'épice, Mm. oui, à l'épice libanaise, je voulais dire, Oui. ou orientale, ne pas pénaliser personne, orientale. Voilà. Euh, euh, voilà, le fenouil, on l'utilise très rarement. Mais ici en Allemagne, si, je l'utilise énormément, que ce soit en soupe, que ce soit en entrée, avec une petite sauce par-dessus, petite thon aux huile d'olive. Je travaille beaucoup avec la diète méditerranéenne. Donc, j'utilise beaucoup d'huile d'olive de très bonne qualité dans mes repas. Mm. Et donc, donc cumin sumac. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se poser la question de est-ce que si j'en mets régulièrement dans mes plats, est-ce que j'arrive à atteindre les propriétés thérapeutiques ou est-ce que, comme tu le disais, il faut avoir la petite tisane bien dosée après le repas? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, il faut avoir bien la tisane bien dosée après le repas. Voilà. Le sumac, ça peut pour, par exemple, si des personnes ont des soucis de digestion, ils peuvent pas mettre du citron dans une salade. Ils ont envie, parce qu'au Liban, par exemple, nos sauces, c'est citron, huile d'olive. Et donc, si par exemple, il y a une personne qui peut pas tolérer le citron, puis ça c'est très acidulé, bah, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on rajoute le sumac. Ça donne ce petit goût acidulé. Ça évite qu'on utilise le sel, donc pour les personnes qui peuvent avoir des pressions artérielles élevées. Et voilà, c'est vraiment pour avoir un très bon goût en fait. Pour la thérapeutique, il faut vraiment prendre en plus haute dose. Voilà. Super intéressant, ça donne faim tout ça. Ça donne envie de manger libanais. Voilà. Mais ouais, ouais, donc très intéressant ce petit goût citronné rendu permis par le sumac parce que ça peut vraiment donner. Enfin, la saveur citronnée peut vraiment être comme un révélateur en fait gustatif, quoi. Donc c'est vrai que par exemple quand on change d'alimentation, qu'on a un certain nouveau régime alimentaire parce qu'on a des contraintes de santé, eh ben, on est à la recherche de ces saveurs-là, ou alors quand on devient végétarien, quoi, on a envie que ce soit la fête dans les assiettes, quoi. Et du coup, effectivement, des saveurs comme ça, citronnées, c'est très intéressant. Et oui, tout le monde ne tolère pas le citron, ouais. Mais même par exemple pour les végétariens, si je sais pas s'ils mangent du tofu ou Mm. enfin, ça peut être, ça accompagne, ça donne vraiment de la saveur et on évite le maximum possible le sel. Voilà. Mm. Euh, Parfait, trop intéressant. Et qu'est-ce que... On a un tout petit peu de temps. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors je remonte un tout petit peu, mais quand même, quand j'accueille quelqu'un qui a fait une thèse, j'aimerais bien, enfin en général, j'aime bien laisser un tout petit temps, juste pour que tu nous parles de cette thèse. Ça a parlé de quoi? Qu'est-ce que tu as étudié précisément? alors pour ma thèse, c'était de la génétique humaine, donc c'était sur la chondrodysplasie. En fait, je faisais beaucoup de. Donc, le sujet, c'était je recevais en fait soit de l'ADN, soit des petits morceaux de tissu pour les analyser, extraire l'ADN, pour séquencer et voir quel gène va être responsable de la maladie que ce petit bébé a eu. D'accord. Heureusement, dans l'androdysplasie, donc j'ai eu des cas qui sont létals. Donc, la maman, malheureusement, devait avorter. Et parce qu'il n'y a pas moyen que le bébé ne peut pas vivre, sinon elle va être aussi en danger. Il est voilà. Soit sinon il va mourir voilà lors de la grossesse. Donc ça peut pas aller plus loin. Il y a d'autres formes de chondrodysplasie qui peuvent être viables, donc ils vivent, mais voilà avec une malformation de la cage thoracique, une petite détresse respiratoire qui peut arriver, une dysmorphie faciale qui peut exister aussi.
Mais il y a des gens qui vivent. Donc, voilà, c'est beau à voir aussi. Et puis, bon, c'est vrai, avec l'intellectuel, c'est à peu près OK, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, le but, c'était de détecter quel gène va être responsable de quelle forme de chondrodysplasie. Et donc, après, c'était de regarder au niveau, donc quand on a un variant, donc ce qu'on appelle une mutation, ce variant-là va être responsable du phénotype, c'est-à-dire il va être responsable de la maladie que la personne a. Et puis on peut regarder après au niveau cellulaire, en culture cellulaire, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la protéine. Elle est défectueuse, elle ne travaille plus. Est-ce qu'il y a une possibilité peut-être à l'avenir d'intervenir sur cette protéine pour qu'elle puisse fonctionner de façon, voilà, pour aider à ce que les symptômes soient minimisés de cette manière-là. Une partie aussi, donc ça c'était en gros ma thèse, j'ai aussi aidé par rapport à l'achondrodysplasie. Donc l'achondrodysplasie, comme vous le savez tous, donc Imati est un exemple d'achondrodysplasie. Et c'est une femme que j'admire énormément, énormément, parce que c'est une femme qui a fait son chemin malgré la petite taille. Voilà, donc c'est la chondrodysplasie, l'achondrodysplasie. Donc, c'est une petite taille. Et donc, il y a une malformation au niveau des os. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas une bonne croissance. Et malgré tout, moi, je trouve, voilà, enfin, voilà, elle m'inspire énormément dans mon quotidien. Et je trouve que, voilà, quand même, c'est des maladies qui peuvent être un petit peu lourdes et quand même, on peut toujours y vivre et on peut toujours y croire. Et voilà, voilà. Pour moi, Mimi, c'est un bel exemple. Mais par rapport à ma thèse, pour y revenir, ça a été difficile. Ça a été difficile aussi parce que donc ma tuteure de thèse qui est professeure en génétique, elle devait aussi annoncer qu'il fallait avorter. Donc il y a le système psychologique derrière. C'était pas facile du tout, du tout. Et surtout que voilà, pour moi aussi moralement, donc je recevais des tissus de fœtus. Je recevais des petits, voilà, un petit morceau de la cage thoracique pour extraire l'ADN ou pour extraire de l'ARN. Donc voilà, c'était assez difficile. Et de plus en plus, j'adore la génétique. Aujourd'hui, je développe dans mon cabinet ce qu'on appelle la nutrigénomique. Mais c'est vrai que à cette époque-là, je voulais partir en fait de l'hôpital Necker parce que après ma thèse, ça a été voilà, c'est un monde que malheureusement il n'y a pas beaucoup de thérapies, on peut pas aider sur un certain plan, on est limité et c'est difficile au niveau moral, c'est pas simple. Il faut bien s'accrocher. Surtout sur ce sujet-là. Et juste rebondir sur la nutrition génomique, hein, c'est de savoir si un régime alimentaire, en gros, convient à une personne, quoi, en fonction de son génome ou phénotype, quoi. C'est Tout ça? à fait, tout à fait. J'ai dû faire avec un laboratoire français et donc j'ai parlé donc moi j'utilise l'alimentation méditerranéenne, j'initie un petit peu les Allemands un petit peu à cette alimentation, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut être adepte de l'alimentation méditerranéenne. Pas tout le monde peut tolérer le citron, par exemple. Voilà, donc on revient au citron. Et donc là, en ce moment, dans mon cabinet, ce que j'essaye de faire, c'est donc il y a des tests donc je collabore avec un laboratoire qui me fournira donc des tests salivaires et que donc les clients, ils peuvent faire ces tests et donc après choisir soit ils peuvent se faire tester pour une intolérance. Donc c'est un test salivaire, voilà, avec un coton dans la bouche, ou sinon on va prendre la salive telle quelle dans un tube comme ça, et il y aura du séquençage. Donc ça va être séquencé, et on pourra voir soit les intolérances alimentaires, soit les polymorphismes, donc les variants qui sont déjà notre empreinte génétique, qui vont dire, OK, faites attention, parce que vous avez ça, vous ne pouvez pas bien digérer le lait, par exemple. Vous avez ça, vous ne pouvez pas bien digérer les produits, le fromage. Il faut faire attention avec le fromage de vache. Donc, etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui me passionne aussi, que je trouve très intéressant. Et je débute là, dans mon cabinet. Petit à petit, je regarde. Donc, j'installe ça tout doucement dans mon cabinet.
Et je vais bientôt proposer à des naturopathes aussi pour les accompagner par rapport à des analyses qui sont intéressés pour faire des analyses aussi nutrigénomiques pour leurs clients à leur tour. Super. J'ai levé les yeux au ciel quand tu as dit je débute parce que quand même, tu as développé énormément d'outils et tu as l'air de savoir un paquet de choses. Mais c'est vraiment passionnant. On arrive à la fin de l'interview. En général, je demande tout le temps à mes invités de, voilà, si tu as, si t'as un message à faire passer, c'est le moment. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai envie de passer comme message? Euh, Juste essayer de prendre donc le client dans sa totalité, quoi, d'une manière holistique, ne pas oublier les émotions, c'est très très important. Et de mon point de vue, toute maladie commence par le système immunitaire. Donc, quand le système immunitaire est dérégulé, donc comme ça, on sait pourquoi ça va pas du tout. Que ce soit par rapport à l'alimentation qu'on peut travailler, que ce soit par rapport à aider le système immunitaire à aller mieux, donc avec mycothérapie, toutes les techniques qu'il peut y avoir, tous les compléments alimentaires qu'on connaît aujourd'hui, mais ne surtout pas oublier le stress. Parce que si quelqu'un a une dérégulation du système immunitaire, il y a un gros stress derrière. Et la question que moi je pose toujours, qu'est-ce qui ne va pas? Et si on ne peut pas changer ce qui ne va pas dans la vie de la personne, si on ne peut pas l'aider à changer et de l'accompagner pour accepter sa vie telle qu'elle est. Et plus il y a l'acceptation, et plus il y a une libération, et plus le sac à dos, il va être plus léger de plus en plus. Voilà. Oui, merci, merci. Il y a une citation que j'aimais beaucoup qui dit tout ce à quoi on résiste persiste, tout ce à quoi on laisse place s'efface. Ah, Et en tout cas, merci, merci pour tout ça, pour ce partage. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est on va fermer le live parce que j'essaie de respecter le temps. Et après, dans les commentaires, une fois que le live sera publié, vous pourrez poser des questions et puis on pourra y répondre. Voilà, vous pouvez nous taguer, nous poser des questions. On sera dispo. Merci encore et puis merci à tous ceux qui étaient là. beaucoup Marie, et je ferai un petit post sur la plante sumac et cumin aussi, je le mettrai sur mon profil. Parfait, Voilà. trop bien. Bonne soirée à tous et bon replay pour ceux qui regardent. Allez, salut. Au revoir.